Je suis ravi de vous accueillir avec toute l'équipe Scaleway sur ce format de webinaire. Donc, on est en train de lancer une série de webinaires axés sur le SaaS. Et le sujet d'aujourd'hui va consister à découvrir un petit peu les avantages de Kubernetes pour héberger une solution SaaS. Vous pouvez retrouver aussi des informations sur Scaleway en allant sur notre site web, scaleway.com, que ce soit tant sur les produits ou sur nos prochains événements à venir. Alors, qui je suis? Je m'appelle Louis Moreau, je suis Product Marketing Manager chez Scaleway. Donc j'ai rejoint Scaleway il y a 6 mois environ, début décembre, initialement en tant que Cloud Solution Architect. Et j'ai plutôt un background de développeur. J'ai commencé ma carrière en connectant des rhinocéros en Afrique. C'était un projet qui était assez rigolo. Donc j'avais développé un petit tracker GPS qui était inséré dans la corne des rhinocéros pour pouvoir permettre aux scientifiques et aux rangers de savoir où étaient les rhinos, de pouvoir avoir des alertes géofencées. Donc, après le développement de ce tracker GPS, j'avais développé la plateforme pour permettre notamment à tous ces conservationnistes de retrouver ces rhinos. Donc, cette plateforme était basée sur de l'Angular et du Node.js. Et le déploiement se faisait notamment avec un système de conteneurs. C'était pas Kubernetes à l'époque, j'utilisais une solution qui s'appelle Doku. Mais voilà, c'est des concepts du coup qui me sont assez familiers. Pour l'agenda d'aujourd'hui, alors ce format va pas être très très long, une trentaine de minutes maximum, dans lequel on verra du coup une introduction, qui est Scaleway, qu'est-ce qu'on fait. On verra ensuite le SaaS globalement, qu'est-ce qu'une solution SaaS, comment est-ce que le marché du SaaS, enfin le marché du logiciel français est en pleine évolution vers un modèle SaaS. On regardera ensuite une architecture de Kubernetes, enfin une overview, une présentation rapide de Kubernetes. On ne va pas rentrer dans le détail très technique sur cette présentation, d'une part parce que je n'ai pas l'expertise technique qu'ont nos DevOps sur Kubernetes. Ils seront en l'occurrence ici à la fin pour les questions, si jamais vous en avez. Donc je vous invite à les poser et ils m'aideront à y répondre. On regardera ensuite les deux grands courants des architectures SaaS, qui sont le multi-instance versus le multi-tenant. Et enfin, on conclura avec tous les avantages que peut proposer Kubernetes, notamment pour héberger vos applications SaaS. Alors, qui est Scaleway? Scaleway, nous sommes la branche cloud du groupe Iliad. Donc, le groupe Iliad, c'est le groupe qui est derrière Free Mobile. Voilà, pour la plupart des Français, en général, ce groupe est assez familier. Et on est un fournisseur de services cloud européen. Et on est pionnier dans le bare metal. Sur le marché mondial, aujourd'hui, on est le 9e cloud provider et le 2e en Europe. En termes de chiffres, aujourd'hui, on a plus de 250 collaborateurs, donc qui sont répartis notamment entre nos bureaux à Paris et nos bureaux à Lille, et ainsi que nos 5 data centers. Alors, nos bureaux à Lille et à Paris, donc le siège est à Paris. Je me situe actuellement dans la maison de Lille. Alors, nos bureaux s'appellent la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'on s'y sente très bien, que les conditions de travail soient idéales. On travaille d'ailleurs même en chaussons, c'est assez rigolo. Et on a beaucoup de postes ouverts. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à faire un tour sur notre page carrière. On a plus d'une quarantaine de postes, je crois, qui sont encore à pourvoir. Ensuite, on a aujourd'hui 5 data centers, donc 4 dans la région parisienne et 1 à Amsterdam. Et on en ouvre un cette année, en 2020, sur la Pologne, donc dans la région de Varsovie. On compte aujourd'hui des clients dans plus de 160 pays, et notamment dans les grands comptes, on retrouve des grands noms comme Le Bon Coin, Adobe un mec, Winamax, Dailymotion, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Scaleway? Scaleway, en fait, c'est la marque un petit peu, la marque au-dessus de 3 sous-marques qui sont Scaleway Data Center, Scaleway Dedibox et Scaleway Elements. Alors, sur Scaleway Data Center, notre focus, on se concentre surtout sur vous fournir tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez amener vos propres serveurs. On parle d'infrastructures privées. Donc, globalement, on fournit du mètre carré, de l'air conditionné, de l'électricité, pour que vous puissiez amener vos serveurs et faire tourner vos applicatifs. Sur la marque Scaleway Dedibox, ici, on se concentre surtout sur des serveurs dédiés. Donc, c'est une location qui est au mois. Vous pouvez louer beaucoup de types de serveurs. On a plus d'une centaine de références.
que ce soit avec beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, ou alors plutôt plein de petits serveurs pour pouvoir monter des clusters. Vous trouverez certainement votre bonheur dans toutes nos références. Et enfin, Scaleway Elements, donc là c'est tout notre écosystème de cloud public, qui est composé principalement de 6 grandes branches, on verra dans la slide suivante, qui sont le compute, le storage, le network, l'IoT, l'intelligence artificielle et tous les outils pour pouvoir un petit peu gérer tout ça. Alors, je ne vais pas présenter tous les points, juste les points qui sont, on va dire, enfin, plus importants et qui permettent de faire fonctionner votre application SaaS. Alors, on a des instances donc, virtuelles donc dans la branche compute, notamment des instances de développement si vous voulez tester vos applicatifs, faire des tests, avoir des sandbox. Vous pouvez utiliser ces instances de développement. Ensuite, on a les instances General Purpose qui sont plus à destination d'applicatifs en production. Des instances GPU pour pouvoir entraîner vos modèles de machine learning ou pour faire du rendu 3D, du rendu graphique, la compilation vidéo. Ensuite vient le bare metal. Alors, le bare metal, en fait, c'est un serveur dédié. Donc, vous avez toutes les ressources et en fait, vous pouvez accéder même à la couche basse de la machine, mais tout ça en profitant de tout l'écosystème du cloud. Donc, c'est assez intéressant. Si vous voulez regarder plus en détail, je vous invite à faire un tour sur notre site internet. Et enfin, on a Kubernetes Capsule, qui est notre produit Kubernetes Managé, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, avec les conteneurs registry, les serverless, qui sont, on va dire, qui sont séparés en 2 sous-catégories, à savoir les functions as a service et les conteneurs as a service. Sur la partie stockage, vous retrouverez l'object storage. L'object storage est complètement compatible avec le protocole AWS S3, donc c'est un stockage objet. Voilà, vous pouvez, par exemple, stocker des fichiers, donc que ce soit des archives, que ce soit des fichiers statiques pour qui seront rendus sur votre site web. Avec une variante aussi qui s'appelle C14 Cold Storage, qui est plus axée pour l'archivage, donc qui est bien moins cher, qui est un peu l'équivalent de AWS Glacier. Voilà, c'est notre solution d'archivage. Vous retrouverez évidemment du block storage pour pouvoir ajouter des volumes sur vos instances, des volumes distants, et des offres de bases de données managées, à savoir PostgreSQL qui est disponible, et MySQL qui est disponible aujourd'hui en Early Access depuis la semaine dernière ou depuis 2 semaines. Donc, vous pouvez demander un accès pour pouvoir tester le produit. On sera ravis d'avoir vos retours. Sur la partie network, on a évidemment des load balancers. L'IoT, on va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pour faire transiter vos messages d'objets connectés. L'intelligence artificielle, donc on le disait tout à l'heure avec les instances GPU pour pouvoir entraîner vos modèles. Et une offre qui est encore aujourd'hui en discovery, qui est AI Inference, qui est globalement comment déployer vos modèles qui sont déjà enregistrés pour pouvoir faire de la prédiction. Et enfin, les outils qui vont vous permettre de piloter tout ça. Donc la console qui est très attractive, qui est beaucoup aimée des développeurs et de notre communauté. L'API, évidemment, tous nos produits sont complètement API-fiés. Vous pouvez interroger n'importe quel service via l'API. La CLI pour pouvoir, depuis votre terminal, créer un serveur ou créer une instance, évidemment Terraform, et ainsi de suite. Donc maintenant, quelques mots sur les solutions SaaS. Alors, qu'est-ce qu'est une solution SaaS? Globalement, SaaS, ça signifie Software as a Service, logiciel en tant que service en français. Et en fait, il s'agit surtout d'un modèle, d'une méthode de distribution de logiciels et qui implique généralement un abonnement pour un produit, un outil ou un service. Alors, dans la plupart des cas, les produits SaaS sont maintenant hébergés dans le cloud, donc on le verra, et sont accessibles depuis n'importe où. Donc, généralement, ce dont vous avez besoin, c'est uniquement d'un navigateur. À quelques exceptions près, je pourrais penser par exemple à la Creative Suite d'Adobe ou Dropbox, qui nécessite quand même un client plus lourd à installer sur votre ordinateur, mais qui offre des services dans le cloud, notamment le partage de fichiers et le partage de ressources, et qui fonctionne avec un modèle d'abonnement. Dans le passé, les sociétés en fait s'appuyaient sur un modèle de licence. Donc, globalement, quand vous achetiez un logiciel, vous l'achetiez en one shot d'un coup, et après vous pouviez l'utiliser à vie. Aujourd'hui, cette tendance a tendance à s'inverser, et du coup, on commence à utiliser plutôt des systèmes de paiement mensuels, donc une souscription, pour pouvoir utiliser ces logiciels.
Alors, la différence aussi fondamentale entre les logiciels traditionnels et les SaaS, c'est que pour un logiciel traditionnel, vous deviez, vous, l'installer sur vos infrastructures, sur vos machines, et du coup, maintenir tout ça. Alors que avec les modèles SaaS, en fait, c'est le fournisseur du logiciel qui va s'occuper de l'hébergement et du coup, de maintenir tout ce logiciel. Alors, j'ai récupéré quelques chiffres d'un rapport qui s'appelle Syntec numérique, top 250 des éditeurs français. Voilà, il s'agit sur ces chiffres-là de la 9e édition, donc qui est parue en octobre 2019, il y a un peu moins d'un an, et en partie réalisée par le cabinet Ernst & Young, EY. Et voilà, donc je pense que Maxime va pouvoir vous repartager le lien si vous voulez avoir un peu plus de détails sur tous ces chiffres. Donc ça va notamment concerner cette slide et les 2 prochaines. C'est des chiffres qui m'a paru intéressant de regarder. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit, indifféremment de la taille des sociétés, le chiffre d'affaires SaaS des éditeurs de logiciels français représente 37%, contre 32% en 2017 et 27% en 2016. Donc on voit quand même une nette évolution. Et ça se retrouve d'ailleurs dans le choix des priorités technologiques, où un tout petit peu moins de la moitié des éditeurs de logiciels considèrent que passer sur un modèle cloud ou un modèle SaaS est aujourd'hui une priorité technologique pour eux. Autre chiffre qui est très intéressant, c'est le mode de contractualisation. Voilà. En fait, ce qui est intéressant de noter dans ces chiffres-là, c'est la tendance de fond d'une volonté de migration vers un modèle SaaS. Aujourd'hui, 80% des éditeurs affirment favoriser l'abonnement à l'avenir. Alors, si on compare par rapport à l'édition précédente de 2017, ce chiffre est en hausse de plus de 6 points. C'était 74% de mode de contractualisation favorisé à l'avenir. Donc, en fait, on retrouve quand même une énorme majorité des éditeurs de logiciels qui veulent se tourner vers un modèle d'abonnement. Et dernier chiffre intéressant à regarder, ça concerne la cybersécurité et les cyberattaques. Aujourd'hui, 52% des éditeurs de logiciels français déclarent déjà avoir fait face à des tentatives d'intrusion, dont 24% seulement en 2018. Alors, ce chiffre montre vraiment l'importance de la sécurisation des réseaux et des données par les éditeurs de logiciels. On verra d'ailleurs dans la suite de cette présentation comment le choix d'une architecture technique va aussi vous permettre de pouvoir compartimenter vos données et du coup d'abaisser le risque d'une fuite éventuelle. Alors, quels sont les avantages du SaaS? Alors, d'un point de vue consommateur, on va regarder à la fois d'un point de vue consommateur et d'un point de vue d'un éditeur de logiciel. D'un point de vue consommateur, d'abord, on a un coût initial qui est inférieur. Alors, le SaaS est généralement basé sur un abonnement et n'a pas de droits de licence initiaux. Du coup, ça entraîne une baisse des coûts pour pouvoir utiliser le logiciel, ou en tout cas une répartition des coûts. Et du coup, c'est aussi le fournisseur SaaS qui gère l'infrastructure informatique qui exécute le logiciel. Et en fait, ça va réduire les coûts de maintenance et les coûts d'achat aussi de l'infrastructure qui va faire tourner ce logiciel. La configuration et le déploiement sont beaucoup plus rapides. Du coup, ça minimise les retards. Quand on veut utiliser un logiciel, en général, c'est qu'on en a besoin. C'est une volonté d'avoir une productivité accrue pour son entreprise. On observe aussi une facilité dans les mises à niveau ou dans les upgrades. C'est les fournisseurs SaaS en fait, qui vont s'occuper de ces mises à jour. Et du coup, vous n'avez pas à vous en préoccuper. On a un avantage concernant l'accessibilité. Tout ce que vous avez besoin, encore une fois, à quelques exceptions près, pour utiliser une application SaaS, c'est d'un navigateur et d'une connexion Internet. Aujourd'hui, quand on pense au marché du SaaS, on pense évidemment à Salesforce, qui est un CRM qui est utilisable directement à partir d'un navigateur. En fait, on retrouve toute la puissance d'un CRM qui est très complet, uniquement à partir de son ordinateur. Et enfin, la scalabilité ou l'évolutivité. Les fournisseurs SaaS offrent généralement de nombreuses options d'abonnement, une flexibilité aussi pour modifier ces abonnements au fur et à mesure que votre entreprise grandit. C'est-à-dire que si vous êtes en hypercroissance et vous avez besoin d'onboarder une vingtaine de nouveaux collaborateurs, en fait, vous avez seulement à prendre des licences supplémentaires pour vos collaborateurs. Et si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les arrêter au moment où vous en avez envie. Alors, d'un point de vue de l'éditeur de logiciel lui-même, encore une fois, il y a une histoire de coût, donc on va essayer de baisser les coûts. En fait, au moment de la création du logiciel, de manière traditionnelle, en fait, on devait s'assurer que ce logiciel fonctionne sur n'importe quelle infrastructure,
du coup n'importe quel système d'exploitation, donc ça crée une sorte de complexité supplémentaire. Or, en développant un SaaS, en fait, on a besoin uniquement d'être sûr que cette application fonctionne sur les différents navigateurs. Donc en fait, ça réduit énormément la complexité et le temps de développement. Du coup, ça entraîne une réduction des coûts. Un avantage, je pense, qui est certain et qui est un des plus grands avantages de migrer vers ce modèle SaaS, c'est d'avoir un revenu récurrent. Du coup, au lieu d'obliger les clients à payer des frais uniques à l'acquisition du logiciel, en fait, ces clients répartissent ces frais et du coup, ils paient des frais mensuels, ce qui facilite la prédiction de vos revenus mensuels et annuels. Donc, ça rassure à la fois vos investisseurs ou directement votre service financier. C'est aussi en général plus facile à utiliser pour vos clients dès lors qu'ils peuvent le tester directement à partir d'un navigateur. Ils n'ont pas besoin de l'installer, du coup ils peuvent le tester beaucoup plus facilement. Donc en fait, ça crée une acquisition de nouveaux clients, enfin ça crée un processus d'acquisition de nouveaux clients beaucoup plus simple. Il n'est pas rare de voir un modèle de free tiering où vous pouvez utiliser le logiciel gratuitement pendant un mois. Et du coup, ça vous assure aussi que le client qui va utiliser ce logiciel à terme, qui va payer une licence, enfin, qui va payer un abonnement, il soit heureux, il soit satisfait avec le logiciel parce qu'il a eu le temps de le tester. Et enfin, pour pouvoir faire des mises à jour et faire profiter vos clients de nouvelles fonctionnalités, vous avez en général un déploiement à faire et vous pouvez, et tous vos clients peuvent en profiter. Alors, on parle beaucoup de as a service, infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. En fait, as a service, ça signifie ni plus ni moins qu'un modèle où on consomme des ressources informatiques ou des ressources cloud comme n'importe quelle autre utilité, que ce soit de l'eau, du gaz ou de l'électricité. Du coup, en fonction des différents cas d'usage, vous pouvez consommer de la puissance de calcul, des serveurs, de l'espace de stockage, jusqu'aux applications elles-mêmes, qui sont le software as a service. Et tout ça, c'est important, en fait, c'est sans posséder l'infrastructure. Donc, ça va réduire vos coûts. Traditionnellement, quand vous deviez posséder l'infrastructure, il y a toute une série d'étapes à maintenir et à mettre en place, que ce soit le network, le storage, les serveurs, une couche de virtualisation, un système d'exploitation, éventuellement un middleware ou un runtime, gérer toutes les datas et gérer l'application. Dans le cadre de l'infrastructure as a service, donc IaaS, ou infrastructure en tant que service en français, là, c'est une offre de cloud computing qui offre des ressources informatiques du coup, au sein d'un environnement virtualisé. Donc chez Scaleway, notamment, ça peut être tout ce qui est les instances virtuelles de développement ou de general purpose ou GPU. Ensuite, vient les plateformes de service. En fait, là, on enlève encore une couche basse. Et du coup, les solutions PaaS se concentrent vraiment sur l'offre d'une plateforme de développement pour les services. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir faciliter le déploiement du code et le déploiement d'applications. Et dans le cadre du software as a service, comme on vient de le voir, c'est vraiment le logiciel qui est mis à disposition pour des clients et ça aide les particuliers ou les entreprises à améliorer leur productivité et où tout simplement ça répond à un besoin du marché. Voilà, donc là on a fait un peu un tour du SaaS. Qu'est-ce qu'est le SaaS? Et voyons maintenant un peu plus en détail qu'est-ce qu'est Kubernetes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare, qui n'est d'ailleurs pas barbare, c'est un mot en grec ancien, qui signifie pilote ou l'homme de barre. C'est un peu le chef d'orchestre de votre infrastructure. Ce que Kubernetes va fournir, en fait, c'est un environnement de gestion qui est focalisé sur le conteneur. On dit qu'il est conteneur-centric. Et il orchestre, en fait, toutes les ressources machines de computing, la mise en réseau, le stockage, les workloads, etc. Donc, en fait, ça permet de se rapprocher de la simplicité des plateformes services, comme on vient de le voir, tout en gardant la flexibilité des solutions d'infrastructure as a service. Et autre point qui est intéressant aussi, on garde la portabilité de nos applications entre les différents fournisseurs d'infrastructures, les différents cloud providers. Alors, Kubernetes, c'est un produit qui est open source, qui avait été initialement développé par Google et qui est aujourd'hui maintenu par la CNCF, donc la Cloud Native Foundation. Donc, dans un environnement de production, vous allez peut-être être amené à gérer d'énormes quantités de conteneurs et gérer tous ces conteneurs exécutant des applications à la main, ça peut s'avérer très compliqué. Donc voilà, en fait, Kubernetes est vraiment là pour vous aider à orchestrer tous ces conteneurs, d'ailleurs globalement des conteneurs Docker.
Alors, chez Scaleway, on a du coup développé une offre de Kubernetes managé pour vous simplifier la tâche, voilà, qui se situe ici dans notre écosystème. On le voit vraiment dans la partie compute et qui va permettre de gérer directement plusieurs produits, donc, que ce soit des instances ou des volumes de données, ou alors des dispatchers, des load balancers, pour rediriger votre trafic. J'ai entouré aussi en pointillé des services qui ne sont pas directement pilotables par Kubernetes, mais en fait qui sont intrinsèquement liés à votre applicatif, notamment les conteneurs registry, qui vont vous permettre de déployer votre applicatif, enfin du coup qui vont pouvoir vous permettre de déployer les conteneurs sur votre outil Kubernetes, et les bases de données qui vont vous permettre de gérer toutes les données de votre application. Alors, on ne va pas passer trop de temps sur ce schéma d'architecture de Kubernetes Capsule, donc de notre offre Kubernetes Manager. Juste, ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est le service Kubernetes Capsule est aujourd'hui gratuit. En fait, vous payez uniquement chez Scaleway les ressources, donc les nœuds et les volumes et le load balancer pour le trafic que vous allouez à votre cluster. Mais le service Kubernetes n'est en soi pas payant. Il est hébergé sur nos propres infrastructures et il est hautement disponible, c'est-à-dire qu'il est répliqué plusieurs fois. C'est un service qui est complètement managé. Voilà, donc à partir de cet outil, vous allez pouvoir piloter tous vos conteneurs. Maintenant qu'on a vu un petit peu Kubernetes, ce que c'était, alors sans entrer trop dans le détail, on va regarder un petit peu les différents modèles des architectures SaaS, donc qui sont le multi-instance ou le multi-tenant, qui sont les deux grands courants. Alors, pour les architectures cloud du SaaS, voilà, globalement, ces deux grands courants, donc multi-instance et multi-tenant. Il y en a d'autres qui existent qu'on ne verra pas. Ça pourrait être par exemple le mono-instance ou le flex tenancy, voilà, qui sont un petit peu moins courants. Donc, globalement, pour l'utilisateur final, le résultat ne sera pas forcément très différent. Mais ce qui variera, ce sera vraiment l'architecture qui est derrière. Donc, dans une architecture multi-instance, plusieurs entreprises exécuteront leur propre instance. Donc, en fait, tout est compartimenté. Et du coup, chaque entreprise aura accès à son application et sa base de données. En revanche, dans le cadre du multi-tenant, plusieurs entreprises utiliseront une seule instance de l'application avec une seule base de données. Donc, cette architecture, elle donne moins de flexibilité, mais elle simplifie énormément le processus d'ajout de nouvelles fonctionnalités, de correction de bugs, etc. On n'est pas ici pour vous dire quelle est la meilleure des solutions. C'est en fonction de votre cas métier. On va seulement voir du coup les avantages et les inconvénients des deux types d'architecture pour vous laisser après libre de choisir ce qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins. Alors, dans le cadre du multi-tenant, les avantages certains, c'est que le coût est plus rentable. En fait, utiliser la même infrastructure et les mêmes ressources, ça revient moins cher. On observe aussi une simplicité liée à l'infrastructure partagée, dans le sens où il n'y a qu'une unique infrastructure à maintenir, c'est plus facile. On observe aussi une efficacité dans le temps. On nécessite moins de temps et de ressources pour mettre à jour toutes les nouvelles fonctionnalités. Et tous les utilisateurs utilisent la même application. Du coup, on n'a qu'une application à maintenir. Et enfin, on est toujours sur la dernière version, dans le sens où si on fait une mise à jour, tous les utilisateurs vont pouvoir en profiter. Alors toutefois, il y a quand même quelques inconvénients, notamment l'inconvénient de la base de données partagée. Donc, toute action affectant la base de données affectera tous les clients. Donc en fait, c'est donc au niveau de l'application elle-même que la séparation des données devra être faite. Et donc c'est à l'équipe de développement de prévenir l'exposition des données d'un client à un autre. Et du coup, ça peut engendrer une complexité supplémentaire. Et malheureusement, toute violation de sécurité a un effet massif, car du coup, elle touche tous les utilisateurs du système. Dans le cadre d'une architecture multi-instance, alors l'avantage certain, c'est l'isolation des données, où chaque utilisateur, chaque équipe ou organisation disposera de sa propre base de données et de son infrastructure. Ça offre aussi une plus grande flexibilité et un contrôle de la configuration plus fine.
avec une plus grande disponibilité. On le voit très simplement, hein, c'est si une instance tombe en panne, en fait, ça ne va pas affecter tous nos utilisateurs, mais uniquement les utilisateurs qui sont concernés par cette instance. Donc, uniquement une équipe. Donc, en fait, on aura un client qui sera déçu, mais tous les autres garderont une grande satisfaction. Et on voit aussi une grande scalabilité ou une grande évolutivité. En fait, il est toujours plus facile d'y ajouter des ressources à uniquement une petite application. Si par exemple un de vos clients grossit très vite, vous pouvez ajouter des ressources sur ce client uniquement. Les quelques inconvénients, évidemment, c'est que c'est plus compliqué à déployer parce que il y a une multitude d'infrastructures, une multitude d'instances d'applications. Et c'est généralement moins rentable parce que la couche applicative n'est pas partagée. En fait, elle est montée sur une infrastructure qui est propre au client. Alors, maintenant, pourquoi Kubernetes, c'est un outil qui est génial pour pouvoir héberger votre solution SaaS? Tout d'abord parce qu'en fait, il répond aux besoins à la fois des deux types d'architecture, donc que ce soit le multi-tenant ou le multi-instance. Vous pouvez le déployer sur Kubernetes de manière assez facile. Voilà, donc ça va vous permettre d'ajuster, de fine-tuner vos déploiements. J'ai pris un screenshot ici sur la page directement la page des tutoriaux de Kubernetes qui montre vraiment en 6 étapes le processus d'utilisation de Kubernetes. Donc, qui est la première étape est de créer un cluster, la deuxième de déployer l'application, ensuite d'explorer l'application, l'exposer publiquement pour qu'on puisse y accéder de l'extérieur, donc que vos clients puissent y avoir accès, de pouvoir scaler votre application en fonction des besoins de vos clients, et enfin de faire les mises à jour, donc de faire une update. Donc ça, c'est un des avantages. Le second avantage, c'est le provisionnement. Donc, en fait, on peut faire du provisionnement automatique. Donc, pour une architecture multi-instance, par exemple, les utilisateurs finaux, finalement, ils demanderont un déploiement d'application au moment de l'enregistrement. Du coup, en fait, cet enregistrement va aller demander à une API, avec une couche middleware, qui va lui demander au Kubernetes Control Plane de provisionner en fait, une nouvelle instance. Donc, globalement, ça va vous simplifier la tâche puisque tout va être automatisé. À partir du moment où vous avez un nouveau client qui va être onboardé, vous allez pouvoir provisionner toute son infrastructure pour lui. Il n'est pas rare que ça peut prendre un peu de temps. J'ai vu aussi différents systèmes où il y a des architectures, des infrastructures qui sont pré-provisionnées en fonction de si vous arrivez à estimer, par exemple, chaque jour, j'ai 5 nouvelles organisations ou 5 nouveaux clients qui vont arriver. En fait, on peut en provisionner 5 ou 6 pour éviter un temps d'attente de vos clients trop long au moment de la récupération de leur infrastructure. On a la possibilité aussi d'utiliser un hostname personnalisable. Ces derniers temps, les utilisateurs finaux, ils attachent souvent de l'importance à leur domaine, au domaine de l'application. Et du coup, Kubernetes a mis en place des outils pour rendre ce processus plus facile et même arriver au point où il devient libre service. En fait, les utilisateurs pressent un bouton, ils obtiennent un nom de domaine ou un sous-domaine pour utiliser leur application. Voilà, vous pouvez utiliser un système tel que Nginx Ingress Controller, par exemple, pour accomplir tout cela. Ensuite, le scaling. Alors, le scaling, c'est, je pense, un des points les plus importants, un des avantages les plus importants sur Kubernetes. Voilà, donc en fait, vous pouvez automatiquement redimensionner vos nœuds. Je vous ai mis une capture d'écran, notamment de l'interface de la console Scaleway, qui vous permet directement, depuis la console, de pouvoir choisir l'option Auto-Scale. En fait, si vos nœuds commencent à être utilisés à un certain nombre, à un certain pourcentage, vous allez pouvoir automatiquement déployer des nouveaux nœuds dans votre pool. Un pool, c'est un ensemble de nœuds qui ont la même configuration. Alors, je ne l'ai pas remis dans les autres slides, mais on a aussi la possibilité d'avoir un auto-healing, donc une auto-guérison de vos nœuds. Donc, si un nœud est en difficulté ou un problème, en fait, il va pouvoir être éteint et remonté. Donc, on a la possibilité qu'il soit du coup auto-guéri. Donc ça, c'est pour les nœuds, mais on a aussi la possibilité de scaler l'application en elle-même. Alors, vous pouvez à la fois la scaler vers le haut ou vers le bas. Donc, Kubernetes fournit cette fonction un peu out of the box à l'aide de triggers qui se mettent en place, notamment si on regarde la commande que j'ai mis. Celle-ci définira le déploiement de My App
pour qu'il évolue jusqu'à 10 pods lorsque le pourcentage CPU dépasse ici les 70%. Et enfin, la portabilité. C'est un point aussi qui est important. Faut pas en fait avoir à l'esprit que si un jour on utilise un cloud service provider, en fait on va être overlocké, on ne pourra plus partir de ce service provider. Donc en fait, ce qu'a fait la Cloud Native Foundation, c'est qu'elle fournit des certificats pour les services Kubernetes managés, qui en fait certifient qui respectent tous les standards, du coup qu'on puisse utiliser indifféremment un service managé Kubernetes d'un cloud provider à un autre. Et donc, en fait, cette certification vous donne la garantie de pouvoir un jour migrer si vous le souhaitez. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, du coup, je vous invite à faire un tour sur les tutoriaux directement de Kubernetes. À savoir qu'on a aussi, nous, sur notre blog Scaleway, plusieurs tutoriaux, sur la documentation Scaleway, plusieurs tutoriaux sur Kubernetes. Voilà, donc on arrive à la conclusion, à la fin de ce webinaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Kubernetes, en fait, est un excellent moyen de gérer votre infrastructure et de pouvoir héberger votre SaaS, parce qu'il vous permet de déployer à la fois toutes les architectures dont vous avez pensé. En fait, si vous rencontrez des difficultés pouvoir mettre à l'échelle, scaler votre application, vous pouvez envisager de passer sur une architecture basée sur Kubernetes. Vous constaterez dès lors une forte augmentation de la productivité de vos DevOps, que ce soit en matière de déploiement, de stabilité ou de sécurité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des questions.